Salut tout le monde. À soir, c'est une soirée spéciale. Je vous fais la présentation d'un atelier qu'on a tenu à Sherbrooke au Saint-Hubert avec des motocyclistes passionnés puis des professionnels de voyage en Massimiliano, de méga voyage, Stéphane Lafrance, photographe, moto et tout ce que tu veux, un photographe professionnel. Puis aussi, on parle de bagages, quoi apporter et ne pas apporter. Tout ça pour le bénéfice des motocyclistes. Puis désolé pour les vibrations, les mouvements de caméra, j'avais oublié mon trépied. Puis le son, merci à Stéphane Lafrance qui a remédié à mon problème de son. La séance a été assez intéressante et puis on compte vraiment en refaire d'autres éventuellement. J'avais préparé ma guitare justement pour l'événement. Puis Manon m'a apporté un bon point. Elle m'a dit « mais tu sais pas jouer ». Donc j'ai préféré pas apporter ma guitare. J'ai été seulement que le chef d'orchestre pour présenter les intervenants, puis accueillir les beaux participants. Et puis je pense que ça a été un succès. Je vous souhaite un bon visionnement. On commence ça avec la présentation du voyage que Manon et moi allons aller faire en Italie, qui est l'incontournable. On prend l'occasion pour vous présenter la Mega Ride incontournable. Et le nom déjà, ça veut tout dire, parce que normalement c'est la première Mega Ride qu'on suggère pour qui veut faire des voyages en Europe. La raison, c'est parce que dans les mêmes voyages, il y a les Alpes, les lacs d'Iseo, les lacs de Garda, il y a la Toscane, il y a Venise, il y a les Cinq Terres, la Val Trebbia. Donc, dans les mêmes voyages, il y a un peu de tout. Et le niveau de difficulté aussi du voyage est assez facile, parce qu'en Europe, si on se trompe de voyage, ça peut devenir très technique, très difficile, des choses que normalement ici, ça n'existe pas. Et un autre avantage qu'il y a ces voyages-là, c'est aussi que à chaque fois qu'on change d'hôtel, on est à moins 2 nuits ou 3 nuits à l'hôtel suivant. Cela, ça veut dire qu'on arrive ce soir à l'hôtel, puis demain soir, on est encore au même hôtel. Donc demain, ça va être une journée relax. Une journée relax, ça dépend du monde. Pour moi, relax, c'est de faire de la moto. Si c'est moi guide, qui veut rouler en moto, il n'y a qu'à me suivre, il est bienvenu. Qui ne veut pas rouler en moto, il peut rester sur le bord de la piscine, à l'hôtel. Je peux donner des itinéraires pour aller visiter des villes, faire un petit ride. Le monde, il peut faire ce qu'il veut. Donc ici, alors on va en avant avec la présentation. Alors, qui nous sommes nous? Nous autres, on est une agence de voyage de Québec avec un permis, titulaire d'un permis. Donc, quand vous achetez avec nous, comme avec notre agence de voyage, vous êtes garanti par le gouvernement. Comme j'exagère tout le temps, si à un bon moment, moi, j'ai fait faillite, c'est le gouvernement qui va vous rembourser. Parce que nous autres, on doit donner des garanties tout au gouvernement de conséquences. Donc, vous avez comme une double garantie à faire affaire avec une agence de voyage québécoise. Il y a le slogan, tu parlais tantôt, du Dragon Tail en Tennessee, que c'est 318 courbes dans 11 000. Et moi, pour rire, je disais qu'en Italie, sont 318 courbes chaque 11 000. Puis le monde, il pensait que moi, j'exagérais. Son autre exagère, puis c'est du monde qui sont venus, puis ils se sont aperçus que je n'avais pas exagéré. Ils se sont aperçus qu'il y avait du monde qui me demandait où est-ce que c'est l'autoroute pour retourner à l'hôtel, parce qu'il était brûlé. Il était brûlé. Pour vrai, la première fois que je l'ai fait avec des amis, à un moment, on arrête, puis j'ai dit, c'est quand on arrive au Dragon Tail, elle dit, on vient de le faire. Moi, ça, on vient de le faire. C'est là que j'ai dit, moi, c'est rien, là, il y a l'hôtel qu'on est dans les Dolomites, tu vas le voir, là, tu iras mettre du gaz, puis tu me diras, c'est 3 Tail of Dragon, un après l'autre. Merci. Donc, nous autres, on est en Europe, et on est surtout en Italie, en France, l'Espagne, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Croatie, l'Hongrie, Slovénie, Roumanie. Cette année, on va commencer aussi avec la Norvège, le Danemark et la Suède. Et l'année prochaine, on va avoir aussi l'Espagne et le Portugal. On l'a fait normalement au printemps et à l'automne. Et souvent, on a aussi à l'été, parce que ça l'a plus demandé. Souvent, on doit la répéter plusieurs fois. Il y a 2 ans, je l'ai fait 6 fois dans la même année, parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Puis des fois, dans les voyages, à chaque année, il y a du monde qui se concentre sur un voyage. Je ne sais même pas pourquoi. Cette année,
au pays de Sicile, que c'est un voyage qu'on fait l'Italie, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse et tout. Je dois le faire 3 fois. Puis là, c'est assez parce que. Donc, moi, je dois aller faire un tour, puis je reviens, je repars avec un autre gang, je reviens, je repars avec un autre gang. Entre les deux, je m'en vais en Norvège pour reposer un peu. C'est un problème heureux. Oui, ben. Alors, ici, on peut voir Donc, le départ, c'est dans le milieu, où est-ce qu'il y a les petites affaires bleues. Donc, c'est le lac d'Iseo. Sur le lac d'Iseo, on est là 2 jours. Puis ensuite de ça, on passe sur le lac de Garda. Et là, on se promène dans toutes les vallées, des montagnes. Du lac de Garda, on se va dans les Dolomites, à haut. On est là 3 nuits. Puis là, on se va aussi en Autriche, si météo permet. Donc, on va bien sûr se promener dans les Dolomites et aussi en Autriche. Puis ensuite de ça, on descend à Venise. Venise, pas besoin de la présenter. Puis normalement, il va tomber à moitié du voyage le dimanche après. Donc, tout le monde il prend un break. Donc, il va visiter Venise. Donc, de Venise, on descend en Toscane, dans les collines de Sienne. Avant d'arriver en Toscane, on arrête à Maranello, chez Ferrari. Et là aussi en Toscane, on est là 2 jours, puis on est dans la région du Chianti. Tu connais le Chianti? On est dans la région du Chianti. Et de Sienne, on s'en va aux 5 Terres. Avant d'arriver aux 5 Terres, on arrête aussi à Pise pour voir si la tour est encore croche. Et des 5 Terres, on retourne au lac d'Iseo en passant par la Val Trebbia. Puis ici, on va aller voir plus dans les détails. Dans les détails, c'est ceux qui vont voir Pascal, Manon et deux à côté de moi. Donc, le jour 1, il y a le départ de l'aéroport pour arriver à Milano, Venise. Donc, ensuite de ça, le jour 2, c'est l'arrivée en Italie. Il y a un autobus qui vient vous chercher à l'aéroport et il vous amène à l'hôtel sur le lac d'Iseo, que c'est un hôtel à 4 étoiles avec une piscine intérieure et piscine extérieure au lac. Donc, vous avez l'embarras du choix de où est-ce que vous voulez vous baigner. Donc, là, on est là 2 jours et on se promène donc dans la région du lac d'Iseo. Et le lac d'Iseo, c'est aussi des routes plates de même, là, sur les bords du lac. Mais c'est vrai. Puis là, normalement, c'est où est-ce que je suggère au monde de garder la droite. Puis après ça, ils vont comprendre pourquoi ils doivent garder la droite, là, parce qu'il n'est pas large, donc il faut nettoyer les murs, comme on dit. Puis ensuite de ça, le jour 4, ben, on change de région, on se voit dans la région du lac de Garda, et pour aller là, on a toujours des routes plates, sinueuses, etc., pour se rendre dans la région du lac de Garda. Quand on arrive sur la région du lac de Garda, là aussi, c'est une journée relax. Donc là, il y a du monde qui va faire le tour du lac. Il y a du monde qui va à Vérone, visiter Vérone, Roméo et Juliette, ces choses-là. Et il y a du monde qui vient avec moi sur cette route-là pour aller manger des bons raviolis. Les bons raviolis au beurre, c'est une excuse pour faire la ride en moto, mais après des années, le monde il se rappelle encore les raviolis au beurre qui étaient bons. Donc, ils sont bons aussi. Et la route pour y aller, c'est une très belle route. Ça, c'est une journée à peu près de 2000-2500 courbes, cette journée-là. Oui, j'ai eu des clients qui se sont mis là à calculer combien de courbes on faisait. C'est 2000-2500. Et le jour 6 du lac de Garda, on s'en va dans les Dolomites, qui sont un patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, c'est un aperçu des Dolomites. Et c'est là que ça va prendre 45 minutes pour aller mettre du gaz. Là, tu vas voir Pascal. Et dans les Dolomites, on reste là 3 jours. Donc, on se promène dans les Dolomites, sur des routes de mer. Et des routes plates de mer, tout le temps. Là, toute la journée, c'est une monte, descendre dans les Dolomites. Ensuite de ça, on s'en va aussi, si météo permet, en Autriche. Ça, c'est le Gros Laken en Autriche. Et donc là aussi, on monte, on descend, on tourne. Puis ensuite de ça, on s'en va à Venise, mais avant d'arriver à Venise, on va passer ce que moi j'appelle l'intestin à moto. Parce que quand on le regarde de loin, c'est comme un intestin, ça fait de même. Puis les tournantis sont à l'intérieur du tunnel, donc on rentre dans le tunnel, et on sort de l'autre côté, le tunnel est round. Mais ici, 1 fois par année, parce que c'est haut là, ok? 1 fois par année, ils font des défis avec des tricycles, mais des tricycles à pédales. Puis tout le monde y est à haut, puis away go, descend, qui arrive au fond, là, tu sais. Mais à pédale, là, il faut pousser, là, tu sais. Puis ici, ben, on arrive à Venise. Donc, comme je disais tantôt, c'est une journée relax à Venise. Le monde, il en profite
de Venise ou de l'île de Burano ou de Murano. De Venise, on descend en Toscane et avant d'arriver à Toscane, on arrête chez Ferrari pour prendre une photo de la statue de Gilles Villeneuve parce qu'on est des Québécois, donc statue de Gilles Villeneuve sur la rue Gilles Villeneuve. Et après ça, on visite un musée de Ferrari. Ensuite de ça, on arrive en Toscane, où est-ce qu'on est là 2 nuits. Et là, on se va manger dans ce restaurant typique, où est-ce qu'on peut manger, le monde qui aime ça, de la bistecca alla fiorentina. C'est un steak de 3,5 kg. Il est coupé en morceaux, puis il amène de grosses assiettes sur la table, puis le monde, ils prennent les morceaux qu'ils veulent, c'est tout. Mais ils vont le faire cuire en vertical. Puis c'est unique au monde. C'est seulement là qu'on peut avoir ça, même dans toute l'Italie, c'est seulement là. Il faut qu'il soit d'une vache qui s'appelle Chianina, une vache spéciale, coupée d'une façon spéciale, cuite d'une façon spéciale, c'est tout spécial. Puis il y a à New York, il y a du monde qui n'a pas beaucoup d'argent, qui paye $5 000 pour avoir la bistecca alla fiorentina directement de Florence. C'est un steak qui est dans ce restaurant, juste le steak qui coûte à peu près $80 par personne. Juste le steak. Okay? Parce que en Italie aussi, après, c'est toutes des affaires qu'on explique. En Italie, quand on va dans ce restaurant, si on commande un steak, c'est ça qu'on va avoir. On ne va pas avoir des steaks, des patates, de riz, c'est des steaks. Si tu veux des patates, tu dis du steak, puis je veux des patates, une salade, des tomates, n'importe quoi, il faut les commander. Si on dit juste le steak, c'est avoir un steak. Qui aime ça, pour deux soirs, il peut manger ce steak. Puis quand on est en Toscane, où est-ce que je disais tantôt, normalement, là, l'excuse d'aller faire la ride, c'est d'aller essayer de sortir Excalibur de la roche. Vous savez c'est quoi Excalibur? L'épée de la roche, elle est en Toscane, pour vrai. Pour vrai. Ils ont établi que le métal et tout, c'est de là, puis la roche, elle est là. Donc, on va essayer de sortir l'épée de la roche, mais encore une fois, c'est une excuse parce que la route pour y aller, c'est une super belle route ici. Et à côté de l'épée, il y a aussi l'église Pas de Toit, où est-ce qu'il s'est marié aussi Kimi Räikkönen, le pilote de Formule 1, qui ont fait plusieurs films. Ensuite de ça, de la Toscane, on se va au Saint-Terre, puis normalement on arrête à dîner à Pise, dans la place des Miracles à Pise, pour arriver au Saint-Terre. C'est sûr qu'aussi au Saint-Terre, la plupart du monde il va visiter le Saint-Terre parce que c'est patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on a les ports à 400 mètres, on peut prendre les bateaux et aller avec les bateaux visiter les villages, les 5 villages. Donc c'est quelque chose que ça vaut la peine. Ça c'est le Saint-Terre. Ça c'est 5 petits villages où est-ce qu'il y a à chaque année 10 millions de touristes. 10 millions, c'est des villages de 40 habitants là. Il y a 10 millions de touristes. Et c'est pour ça aussi que c'est mieux d'y aller avec les bateaux. Parce que quand on y va avec les bateaux, le village comme celui-là, on les voit de la mer parce que c'est comme des maisons collées sur la roche. Donc, de la mer, on voit le village qu'on arrive. Il n'y a même pas de port. Les bateaux y arrivent, il y a un passerelle qui met sur les roches, donc on passe. On va visiter le village numéro 1. Puis quand on est tanné, on prend encore les bateaux parce qu'on paye. Puis c'est comme un autobus, on monte, on descend pour aller au village numéro 2, numéro 3, etc. Puis c'est quelque chose. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu. Là, puis ensuite de ça, on passe sur la Val Trebbia. Sur la Val Trebbia, c'est une route que, là aussi, le Dragon Tail s'est trompé. François a posé la question si c'était toutes des routes asphaltées ou des routes de gravier. Donc, c'est toutes des routes asphaltées. On travaille pour organiser peut-être aussi des hors-routes, mais pour le moment, c'est encore au début, on n'a pas encore défini. C'est toutes des routes asphaltées. Souvent, la plupart des fois, c'est mieux qu'au Québec, l'asphalte. C'est ça. Mais des fois, il y a des nids de poules aussi là-bas. Là. Mais la plupart des fois, c'est beaucoup mieux qu'ici. Pendant qu'on se parle, là, j'ai un groupe en septembre 2025 qui est au complet. C'est dans une année et demie qui est au complet. J'ai d'autres groupes encore déjà 2025 qui sont au complet. Plutôt qu'on peut réserver, mieux que ça, aussi pour l'argent. Parce que, mettons que quelqu'un veut réserver aujourd'hui, il doit payer seulement $300 de réserver tout. Mais nous autres, on va faire la facture et le prix il est bloqué. Mais d'ici, mettons, en juillet de l'année prochaine, c'est sûr qu'il va y avoir des augmentations. Puis moi, comme je disais tantôt, nous autres, on est un voyagiste, un tour operator. Donc, on a les contacts avec tous les hôtels.
Et moi, j'ai des arrangements avec les hôtels que s'ils vont décider que la chambre coûte $50 de plus, OK, toutes les réservations jusqu'à aujourd'hui, c'est le vieux prix. Les réservations à partir de demain, c'est le nouveau prix. Donc, ça arrive que ceux qui ont réservé hier, ils payent, mettons, $50 moins que celui qui va se réserver demain, de une. De deux, quand on doit placer des chambres, des motos, n'importe quoi, ben, on va en priorité de réservation. Comme on dit, première arrivée, première servie. Donc, si on arrive dans un hôtel et on est obligé de choisir une chambre qui regarde sur le lac et une chambre sur la montagne, celui qui a réservé d'avance, ben, il prend la chambre sur le lac et l'autre la chambre sur la montagne. Oui, c'est à un bon moment, il faut mettre des choses. Donc, beaucoup de monde, ils réservent beaucoup à l'avance pour toutes ces raisons-là, là, pour avoir la priorité tout et tout. Et aussi, des fois, c'est pour avoir les places. Parce que des fois, ça se peut qu'un voyage, il y a 3 personnes, puis il reste là de même pour 2 mois. Puis des fois, là, mettons, en 2 semaines, là, puis, ben, il est complet. C'est comme je disais tantôt, au pays de Sicile, c'est rempli, puis on sait jamais pourquoi. Parce que nous autres aussi, ils sont tous des petits groupes. Donc, maximum, c'est 9 motos plus le guide. Donc, ça va vite à se remplir. Là. Des fois, ils sont 3 ou 4 amis à faire de même. José s'informait si c'était possible de faire une méga ride avec un Spider. Mais j'avais beaucoup de demandes des personnes qui voulaient faire des tours Spider. Alors, en bon moment, j'ai regardé pour organiser des rides Spider. C'est sûr que ça aurait été des rides seulement un Spider. Je ne peux pas mélanger les motos avec les Spider. Ça a été un Spider. J'avais modifié les trajectoires, les itinéraires pour faire des itinéraires plus adaptés parce que sinon, les routes qu'on fait à moto au Spider, t'arrives brûlé à midi, là, tu sais. Et donc, j'ai cherché, puis je ne suis pas capable d'avoir les véhicules. Ensuite, on a passé au volet photographie avec Stéphane Lafrance pour faire un survol de côté technique assez intéressant. Donc, je vous laisse avec un professionnel. Puis je me suis dit qu'il n'y a pas un meilleur moyen de vous parler de photo sans vous parler de mon frisbee. Puis je vais juste m'installer comme ça, parce que vous êtes habitué de regarder par ici. Non, je ne veux pas de chaise, j'aime pas m'asseoir. Pourquoi j'ai amené mon frisbee? C'est que lorsqu'on lance le frisbee, mettons que je te lance le frisbee, attrape-le là, OK? Vous avez vu, tout de suite, votre regard s'est dirigé vers celui qui va le recevoir, le frisbee. Hein? Tu peux me le relancer. Et là, votre regard, en principe, est rendu sur moi. En photographie, c'est la même affaire. Il faut que vous pensiez au mouvement à chacune de vos photos. Fait que ça, c'est la première règle en photo. Pensez au mouvement, parce que ce mouvement-là va dicter à quel endroit vous allez placer votre sujet. Vous savez qu'un sujet en photographie, on le place... D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'écrire, je vois plein de monde qui écrivent, là. Mais je vous ai préparé des petites feuilles pour vous souvenir de cette belle rencontre qu'on fait ce soir. On est quelle date, là? On est le 28 mars. On est chanceux, on se voit encore. Donc, c'est important de connaître le mouvement pour savoir si on place notre sujet à gauche ou à droite de notre photo, parce qu'on ne le place jamais au centre. D'emblée, quand on a un appareil photo dans les mains, que ce soit un cellulaire ou un vrai appareil photo, on a toujours l'impression qu'il faut placer, mettons que ça c'est un carré, là, soyez très imaginatif. Okay? Ça c'est un carré, puis vous avez à photographier votre conjoint, vos enfants. Bien souvent, vous allez placer la tête de cette personne-là en plein centre de ce grand carré-là. Dans la vie, il n'y a pas d'antenne qui sort des oreilles puis de la tête des gens. Fait que toute cette partie-là ici, sur votre photo, elle est inutilisée. Hein? C'est comme de la belle matière que vous avez. Tu sais, vous avez des appareils photo sur vos cellulaires, c'est peut-être des 10 mégapixels, 15, 20. Mais vous n'utilisez pas le tiers de cette partie-là que vous pourriez utiliser si vous aviez bien cadré votre sujet. Donc, je vous ai parlé de mouvement parce que si je lance encore mon frisbee par là, je le lance encore, comme ça, vous l'avez tous regardé, le mouvement est très... Moi, je sors mon frisbee pour que les gens se réveillent. Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'il va avoir un coup de frisbee. Non, c'est que le mouvement est très intéressant parce que si vous photographiez une personne... Max, veux-tu te lever debout, s'il vous plaît? OK? Puis là, on s'adresse aux gens qui sont sous ce bord-là. OK? Okay. Max, place-toi comme ça ici. Okay. Selon son mouvement, il marche-tu actuellement? Il ne marche pas, mais il va partir à marcher parce que Max, c'est un gars qui a plein de tempo dans la vie. Quand ce n'est pas un tempo avec la poignée des gaz, c'est avec ses jambes que ça se passe. Fait que quand Max il va partir à marcher, il s'en va pas par là, là. Il s'en va par là. Êtes-vous d'accord avec ça?
Ça veut dire que si vous le preniez en photo, il faut vous le placer à droite pour pouvoir voir vers où il s'en va. Tu peux te rasseoir, mon cher. Puis là, je vais faire la même manœuvre, mais pour vous autres. Mais là, je vais vous mettre ça. Non, pas de suite. Mettons que je me place comme ça ici. Quel côté je m'en vais? Je m'en vais par là. Donc, vous allez me placer à gauche. Ouais, t'es pas sur ce bord-là. Mais t'es à gauche. Vous allez me placer à gauche parce que vous allez pouvoir voir vers où je vais me diriger. Je reviens à la première étape. On ne centre jamais notre sujet en photographie. Il faut le placer à droite ou à gauche. Ça marche-tu jusque-là? Tu veux dire, comme là, moi, je te regarde. Fait que là, je te place à ma droite. Exactement. Crime, Pascal, tu as donc bien un bon mentor. Tout à fait, Pascal. Je te cadre, là, ceux qui Ouais. voient la vidéo. Je suis à droite. J'ai plus d'espace à ma gauche dans Ouais. l'écran parce que tu es incliné de ce sens-là. Mais là, Pascal, puisque tu es mon élève, je vais t'en donner une colle. J'ai une vraie colle que je vais te donner. Là. Je me place comme ça. Quel bord je m'en vais? Aucune idée. Bien, tu devrais. On commence par la tête, parce que vous allez rencontrer des sujets comme ça. Là. Crime, elle est bonne, Serge. Elle est bonne, Serge. Il y a des fenêtres aussi. Mais ma tête, elle est droite, mes épaules sont droites. On n'a aucun signal vers où je m'en vais, à droite ou à gauche. Si on s'en vient, mon tronc est droit avec toi, mais mes jambes, ils s'en vont par là. OK, je pense que tu m'aurais dit que tu portais à gauche. Hey, on n'est pas dans une rencontre de bikers ici, là. Non, puisque même l'extrémité de mes pieds, j'ai fait exprès pour en placer juste un par là, lui, il s'en va par là. Fait que si tu avais à me cadrer, tu vas me cadrer à droite. Si vous faites l'inverse, surtout quelqu'un qui est vraiment, si je regarde Pascal, là, je me mets comme ça, là, puis vous me placez à gauche de la photo, ça veut dire que je vais avoir le côté de la photo en plein en face. Vous voyez d'où je viens, mais vous ne voyez pas où je m'en vais. Quand moi, je suis juge souvent sur les concours photos, quand vous avez deux photos comme ça qui ne sont pas bien cadrées, d'un cadrage naturel, bien, ça va faire arc dans vos yeux, puis vous ne la prendrez pas. Maintenant, vous connaissez le mouvement. Mais outre le mouvement, il y a un cadrage photographique. Je vous ai parlé que les photos, là, je vous apporte mes petites feuilles, là, je donne des ateliers de photos en moto. Ça, c'est la petite feuille de cadrage que l'on utilise. On appelle ça la règle des tiers. Avez-vous déjà vu ça, la règle des tiers? OK? Fait que si, par exemple, vous devez me placer à droite de la photo, sur ce bord ici, parce que je m'en vais vers la gauche, comprenez? Il faut que mon visage soit à l'interstice d'une ligne horizontale et d'une ligne verticale. Où je sois là. Mon visage, il faut qu'il soit là. Ça veut dire que quand, mettons que je prends une photo verticale, puis à l'époque, il y a peut-être 10 minutes, vous aviez l'habitude de photographier votre personne avec le centre de l'image, ici, en plein centre. Maintenant, vous ne ferez plus ça. Vous allez le placer dans cette tiers-là, ici, pour qu'il y ait un 2/3 de quart. Puis cette partie-là, ici, qui est vraiment presque inutile, bien, il va y avoir moins de matière dedans. Vous n'allez pas recadrer puis perdre du pixel sur votre appareil photo. Ça marche-tu? Ça a du bon sens, hein? Les lignes horizontales, mettons qu'on fait une photo en mode paysage. Les lignes horizontales, elles servent à quoi? Yves, tu as une bonne réponse. Vas-y donc. C'est ça. Tu as tout à fait raison. Vous allez voir des paysages en Europe, notamment en Italie, ou peu importe si vous allez dans le sud des États-Unis cette année. Les lignes d'horizon, ça sert à mettre... En fait, je viens de vous donner la réponse. Les lignes des tiers horizontales, ça sert à mettre les horizons sur vos photos. Avant, il y a 10 minutes ou 12 minutes, vous étiez toujours appelé à mettre une ligne d'horizon en plein centre sur vos images. Mais si vous mettez la ligne d'horizon sur soit le tiers en haut ou le tiers en bas, déjà votre photo vient de prendre du galon. Puis elle va sortir plus lors d'un concours photo. OK? Fait que là, je vais vous parler de mouvement, parce que je ne vais pas vous parler pendant 30 minutes de temps. On a parlé du mouvement. Vous savez quel bord me placer, droite ou gauche. Maintenant, vous savez où placer ma tête, à l'interstice d'une ligne horizontale et d'une ligne verticale, si on sépare notre cadrage photographique ou le cadrage que vous avez sur vos téléphones cellulaires en 9 parties. Vous avez vu que j'avais 9 parties? Il y en a-tu qui ont compté parties? Faut-tu que je te lance celle-là? Des fois, je joue dans mes options, je m'aperçois que ça apparaît dans mon téléphone. Hein? La prochaine chose que j'aimerais vous parler, c'est le positionnement du photographe. Là, c'est des photos que je vois
vous avez de très belles motos, mais elles ne sont jamais belles comme elles pourraient être. Une photo, ça se photographie à la hauteur de la tank. Ça veut dire qu'il faut que vous descendiez à la hauteur du guidon, entre le guidon et la tank, c'est là que vous devez prendre votre photo. C'est là que vous vous positionnez. Si Guy, c'est une moto, tu as comme un frame de moto, Guy. Je vais me descendre là, puis son visage, c'est le guidon, et puis, mettons, le bas de ses épaules, c'est la tank. Je vais me placer à cette hauteur-là. Qu'est-ce que ça donne sur la photo, ça? Je vais pouvoir voir en arrière-plan son environnement. Imaginez-vous, vous photographiez un enfant au sol, un enfant de 4-5 ans. Puis vous autres, vous restez, vous êtes des kings, des queens, vous restez droite, très, très grande comme ça, puis vous photographiez l'enfant. Qu'est-ce qu'on voit en arrière-plan? Le plancher. C'est ça, c'est plate. Descendez à son niveau, puis photographiez-le, vous allez pouvoir voir son environnement. Et vous êtes vraiment super bon. Ça marche-tu? Le bon positionnement, parce que tantôt, là, je vais vous demander des codes. Positionnez-vous comme il faut pour prendre votre photo. La mise au point sur vos téléphones cellulaires. On va parler surtout des téléphones cellulaires. Il y en a-tu qui savent que vous pouvez faire la mise au point sur vos téléphones cellulaires? Quand vous utilisez l'application photo sur vos téléphones, on est-tu obligé de faire la mise au point quand on prend une photo? C'est préférable. Ben comment ça? Ben t'arrives à quelque part, c'est beau. Je clique, mets les mises au point. Quand, Manon, mettons que tu arrives à quelque part, c'est beau. Il y a quelque chose qui a prévalu ton « c'est beau ». Il faut que tu fasses la mise au point là. Fait que tu prends ton index droit, si tu es droitière, pip, tu mets ton petit point là sur ton application. Ça va dire à ton appareil photo, je dois faire la mise au point là. En faible lumière, ça vaut la peine. C'est très important. Parce qu'en faible lumière, l'appareil photo, s'il fait la mise au point, sur le premier objet, imaginez que, je ne sais pas, moi j'ai une branche qui est ici, Guy est là, je vais prendre une belle photo de Guy, je prends la photo, il y a une branche ici, l'appareil photo, lui, il va faire la mise au point sur le premier objet qu'il va voir. S'il y a beaucoup de lumière... Oui. S'il y a beaucoup... Enfin, je ne rentrerai pas dans les mathématiques de la photo. C'est une vieille branche. Pascal, il m'a dit, prends Guy pour parler de la branche. Moi, je fais le reste. Il a dit qu'il était belle, c'est correct. Oui. Guy, c'est une belle branche. Je reviens. Quand c'est très, très lumineux, de faire cette erreur-là, d'oublier de faire la mise au point, c'est pas dommageable énormément sur la photo. Mais le matin très tôt ou le soir, lorsqu'on commence à manquer de lumière, il y a un facteur qu'on appelle la profondeur de champ. Si l'appareil photo a accroché une mise au point sur quelque chose qui est très, très proche en avant, Guy va sortir de ma profondeur de champ et il va être flou sur mon image. Là, vous allez dire, ah, je prends tout le temps les images floues. Votre secret, là, votre arme fatale, c'est votre index, droit ou gauche, peu importe. Faites la mise au point sur Guy. Vous allez remarquer que quand vous faites la mise au point comme ça sur votre appareil photo, si par exemple, Guy est habillé d'une couleur foncée, puis l'arrière-plan, il est blanc, 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 mettons un coucher de soleil, Guy va être sous-exposé. Parce que votre appareil photo, il y a un pose-mètre à l'intérieur. On parle d'appareil photo ou de cellulaire, c'est la même affaire. Et l'appareil photo va sous-exposer Guy parce qu'il y a trop de lumière en arrière de Guy. L'appareil photo, que ce soit le cellulaire ou l'appareil photo, il veut toujours faire une moyenne de la lumière qu'il voit. Vous connaissez le gris, hein? Le gris, c'est entre le noir et le blanc. En photographie, on appelle ça le 18 % de gris. L'appareil photo, lui, son but, c'est de regarder la quantité de lumière qui rentre, faire la moyenne de tout ce qui est foncé, tout ce qui est pâle, puis adresser une mesure. Cette mesure-là, si derrière Guy, c'est très lumineux, l'appareil photo va vouloir supprimer de la lumière dans la photo. Fait que Guy, qui était déjà habillé en noir, il va être très, très noir. Imaginez les gens qui ont la peau noire, c'est pire encore. Ouais, OK? Fait que vous comprenez ce que je veux dire? Vous faites la mise au point, puis aussitôt que vous faites la mise au point avec votre appareil photo, l'application photo, il va apparaître une petite ligne en bas du petit carré ou à droite du petit carré. Cette ligne-là, ça vous permet de faire une correction d'exposition. Ça veut dire que si je fais la mise au point sur Guy, j'ai un petit carré qui apparaît autour de Guy, puis vous allez avoir une petite ligne qui va apparaître en bas ou à droite de ce petit carré-là. Il faut qu'on se dépêche parce qu'on a quelques secondes pour le faire. Et là, on va augmenter l'exposition pour que Guy sorte de la noirceur. Vous allez surexposer l'arrière-plan, mais ce n'est pas grave, parce que votre sujet, c'est Guy. Guy, c'est quelqu'un de bien. Et il faut bien l'exposer. L'important, c'est qu'il soit habillé. Oui. Oh. Max, si on ne l'avait pas, il faudrait l'inventer.
Qu'est-ce qui est dur, Stéphane, là, Ouais. tu sais quoi? C'est quand tu es en train de conduire, puis là tu prends ton cellulaire, puis là tu essaies de prendre une photo, tu n'as pas le temps de jouer avec ton... Oui, mais quand tu conduis, tu n'es pas supposé. Toi? Oui, en principe, tu n'es pas supposé faire ça, mais Josée pourrait le faire en arrière. Tu sais, ben oui, elle doit être. Mais Josée, mise au point, tu corriges l'exposition. OK? Faut vraiment, vraiment le faire. Je viens juste d'en parler. Les grosses difficultés avec nos téléphones cellulaires, c'est le contre-jour. Connaissez-vous c'est quoi ce que je veux dire par le contre-jour? C'est soir. Guy est là. Guy a une certaine luminosité qui arrive sur lui, mais en arrière de lui, c'est le soleil. Tu sais, c'est la fin de la journée, le soleil se couche par là. C'est très, très lumineux. Comme je viens tout juste de le mentionner, l'appareil photo ou le cellulaire va vouloir diminuer la lumière. Il y a trop de lumière. Il va enlever la lumière, puis on va perdre Guy. Il va être rendu trop sombre. Ça, c'est une grosse difficulté de nos téléphones cellulaires. Mieux que ça, il faudrait que vous preniez toujours des photos dans une situation de pas de contre-jour. Comme ça, Guy ne sera pas en silhouette. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut demander à Guy de se déplacer. Vous regardez c'est quoi votre situation de lumière, puis vous demandez à Guy de se déplacer pour que la lumière qui tombe sur Guy ou sur votre sujet, je ne voudrais pas vous emmener Guy en moto tout le temps, là, mais sur votre sujet, il y a une lumière qui tombe, mais il faudrait que la même lumière se retrouve sur votre arrière-plan. Fait que comme ça, vous avez une belle balance de lumière, puis vous allez avoir d'extrêmement belles photos. OK? J'ai presque terminé, les amis. Attention à vos arrière-plans. Les arrière-plans, on a une belle moto, on a un bel individu, mais on a un arrière-plan qui est pourri. La photo n'est pas belle. Imaginez qu'il y a un branchage terrible qui sort de la tête de Guy parce qu'on n'a pas pensé à bien se placer. On peut aussi demander à Guy, reste là, moi je vais me déplacer, je suis photographe, là je change juste de place, ce qui fait en sorte que Guy, il n'y a pas le même arrière-plan, puis la photo va être toujours plus belle. Si je me place ici, puis je dois prendre Guy en photo, je vais le placer à gauche de ma photo. Vous le voyez dans quelle situation il est là, OK? C'est très, très important. Il y en a qui vont me poser comme cas, Stéphane, oui, mais si j'ai 2 personnes à prendre en photo, je place-tu une personne à droite puis une personne à gauche sur ma fameuse ligne des tiers? Vous vous souvenez de la ligne des tiers? On en a parlé il y a 11 minutes. Bien, non. Il faut prendre les 2 individus puis il faut les mettre sur une des lignes des tiers. Fait que, si, mettons, j'ai ce couple harmonieux et amoureux, lui, on sait, il est vraiment plus grand que Josée, d'une armoire à glace. Lui, en fait, les personnes qui sont les plus grandes devraient être sur le côté de votre photo. Parce que ça serait laid d'avoir, par exemple... Rappelle-moi ton prénom, c'est pas Joe. C'est ça, j'avais Joe dans ma tête. Joe. Ben oui, c'est bon. Ah, là, je vais m'en souvenir en tabarouette. Mais d'avoir... Si, vous êtes... On est dans une rencontre de bikers. Mais d'avoir une personne plus grande, après ça, une personne plus petite, puis le côté de la photo, ça ne fait pas très homogène sur une photo. Ça marche-tu? Donc, si on récapitule, puis je vous donne les feuilles tout de suite en partant. Un guide de pro pour réussir ses images avec un cellulaire. Choisir son emplacement en validant son sujet et son arrière-plan. Je pense à toi, Guy. OK? Je te mets un bel arrière-plan. Observer le mouvement du sujet principal et orienter la photo en fonction de son mouvement. Je nous ramène aussi, on photographie beaucoup les motos, peu importe, on est rendu une belle place, on débarque la moto, on veut garder un souvenir. Bien, la moto, elle a un devant puis elle a un derrière. C'est comme si la moto s'en allait par là. Fait qu'imaginez que je suis une moto, j'ai un cadre de moto. J'ai-tu un cadre de FJR? Mettons que je m'en vais par là, ça veut dire que je vais laisser un 2/3 d'espace devant, comme si pour montrer que si la moto venait à décoller, elle s'en va par là. Fait que je vais mettre la moto à droite. Donc, c'est très important de faire la mise au point, même si c'est juste une moto tout seul. L'autre chose qui est très importante, c'est de se descendre au niveau de la moto, faire la mise au point sur une moto, là. Mettons que la moto, elle est stationnée comme ça ici. Là. Regardez-moi bien, la moto est comme ça. Puis je me tasse ici, puis je vais prendre la moto. La moto est un petit peu, elle n'est pas parallèle avec moi, mais elle est un petit peu en angle avec moi. Il faut faire la mise au point sur la tank de la moto. Sur tous les sujets, je ne rentrerai pas dans l'importance de ça, mais sur tous les sujets, il faut faire la mise au point à la fin du premier tiers. Fait que quand on est rendu à la tank de la moto, c'est comme la fin du premier tiers de la moto. Me suivez-vous quand je parle de ça? Il y a le début de la roue. Le premier tiers, c'est la tank. Deuxième tiers, c'est la fin du siège. Puis le troisième tiers, bien, c'est lorsqu'il met ses bagages.
faut toujours faire la mise au point sur la tank, parce que vous pourriez avoir des surprises où est-ce que la mise au point a été faite. Fait qu'on fait la mise au point sur la tank. Et ensuite de ça, on s'assure de la bonne luminosité. On fait la mise au point sur la tank. On joue avec notre petit slider de luminosité pour mettre ça beau à notre œil et on prend la photo. Dernier point, il y en a ceux qui aimeraient ça être sur vos photos quand vous prenez vos photos. Ce serait le fun que vous puissiez être là. Vérifiez dans votre application de photos. Vous avez toujours une application qui c'est le retardateur. 10 secondes, c'est formidable. Ça veut dire que, Guy, tu t'arrêtes de te placer, la moto est là, madame est sur la moto, toute belle, puis tu lui fais prendre des pauses. C'est des belles pauses. Là. Imagine le cinéma. Regarde des films avant de partir. Et là, tu lui dis, chérie, je vais me placer devant le guidon comme ça, parce que le gars, il faut toujours qu'il soit proche du guidon. La femme est toujours assise sur le siège arrière. OK? C'est important. Non. Ouais. Mais on met un pied sur une pédale comme ça, puis on prend possession de la moto, mais on met le téléphone cellulaire en mode retardateur. Moi, quand je pars en vacances comme ça, je n'apporte pas de trépied. C'est trop lourd, c'est trop encombrant un trépied. Ouais, puis ça prend de la place. Oui, moi, j'apporte un sac Ziploc dans lequel je vais mettre du sable, je vais mettre des grains de riz, je vais mettre des petites pierres. Puis là, ça devient comme un espèce de gros coussin. Et puis là, je rentre à serre mon téléphone cellulaire debout. Puis peu importe, je peux le mettre sur une clôture, je peux le mettre sur un dossier de siège. Mon téléphone cellulaire se tient très, très bien. Puis c'est aussi lourd qu'un sac Ziploc. Mesdames et messieurs, j'ai terminé. Avez-vous des questions? On appelle ça le déclencheur pour faire la prémise au point. C'est ça que tu veux me dire, là? C'est ça, oui. Pour aller chercher le sujet? Le sujet, oui. 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 Tu te déplaces, tu déplaces ton point. Bien là, c'est le dernier point qu'on parlait sur les appareils photo. C'est plus compliqué, mais la zone où on fait la mise au point sur un appareil photo, sur le capteur, on appelle ça des collimateurs. Il y a des appareils photo hyper performants qui ont 350 collimateurs. Il y en a d'autres qui en ont juste 2, 3, 7, 9. Mais le collimateur qui est piqué au stéroïde sur un appareil photo, c'est celui qui est central. Lui, il est bon pour faire de la mise au point rapidement sur quelque chose qui est vertical et horizontal. C'est le booster des collimateurs. Fait que moi, ce que je fais, même si j'ai 800 collimateurs dans mon capteur, dans mon viseur, je vais toujours utiliser le collimateur du centre. Ça veut dire que je fais la mise au point sur Guy avec mon collimateur du centre. Après ça, je tiens mon bouton. En tenant mon bouton à demi enclenché sur mon appareil photo, la mise au point ne se perd pas. Je viens de fixer la mise au point sur Guy et je recadre. Je termine ma photo. Les amis, bonne soirée. Et je devrais... Je te laisse une feuille. Oui, cet été, je vais ouvrir des journées où est-ce que... Je n'ai pas besoin de feuille. Où est-ce que je vais créer un beau parcours, puis on va arrêter 3-4 piastres à 3-4 endroits, puis je vais pouvoir vous offrir l'information sur comment prendre vos photos directement avec votre appareil photo. C'est sûr qu'un appareil photo, c'est tellement plus extraordinaire pour faire la photo qu'un cellulaire, mais on se débrouille très bien. Oui? OK, cool. Bien, sur ce, c'est vraiment terminé. Ouais. Ça fait plaisir. Vous avez juste à le contacter si vous voulez assister à une de ces formations-là. On a plusieurs clients qui sont venus au Mega Ride. Ici, il y avait des trailers. Et quand ils sont revenus... Non, je peux... pas de lui, là, mais c'est un exemple. Puis, quand ils sont revenus ici, ils ont vendu le trailer. Ils ont vendu le trailer parce que, tout simplement, ils disaient, si je suis capable de me promener 15 jours en Europe sans le trailer, seulement avec les 3 valises, je suis capable de me promener aussi ici. En Europe, c'est interdit le trailer, parce que c'est quand même un danger. Il vient de passer une loi en Italie qu'ils peuvent brancher un trailer, mais on ne verra pas beaucoup parce que le trailer n'arrivera pas à l'hôtel le soir. Si on veut aller plus dans les techniques, nous autres, dans nos voyages, on utilise beaucoup du linge dry fit qu'on appelle, qui sèche vite. Donc, normalement, on dit qu'avec 2 sets, par exemple un t-shirt,
bobette et bas, on peut faire le tour du monde. Parce qu'un set, on l'a sur le dos, puis un set, il y a 9 là, disons. Moi, dans mon cas, j'en amène 3 sets, parce que s'il arrive un soir qu'il y a un problème, que j'ai pas eu le temps, tout, j'ai une chance de plus. Puis moi, avec les 3 sets, je fais 6 mois de l'autre côté, à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours. Le soir, quand j'arrive à l'hôtel, je prends ma douche, je lave mon linge, puis je descends de souper, puis quand je remonte de souper, il est déjà sec. Je pourrais le remettre dans les valises. C'est sûr que c'est du linge que ça coûte cher, parce que c'est du matériel spécial, qui sèche vite, ça pue pas, puis il est fait exprès pour voyager, mais ça vaut la peine, parce que dans notre cas, nous, que c'est 14 jours, un voyage de moyenne, ben plutôt d'avoir 14 paires de bobettes, 14 t-shirts, 14 lettres, c'est 2. Donc les bagages, ils vont 30. On n'a pas besoin de 33 paires de souliers. Donc, normalement, on essaie de garder des hommes plus limités. De toute façon, on ne va pas de souper, de cérémonies, des affaires de même, on n'a pas besoin de ça. Dans mon cas, moi j'utilise une veste chauffante tout le temps, même quand il fait 40 degrés. Moi, j'ai une veste chauffante dans ma moto. Tout le temps, parce que je sais que quand j'ai ma veste chauffante, je peux me rendre jusqu'à 0, moins 2, même avec une mèche. Donc, c'est un luxe, mais c'est bien. La veste chauffante, souvent, on peut l'utiliser le soir si on veut sortir et se promener. La veste chauffante, c'est comme un petit gilet, là, tu sais. Donc, on peut le mettre. Donc, ça va faire quelque chose de moins. Puis, justement, des journées, mettons, d'été, ben, qu'il pleut toute la journée, là, ben, tu l'allumes juste au minimum, c'est assez, tu enlèves l'humidité, là, ça fait une méchante différence. L'autre affaire de tenir compte, c'est que ça coûte cher, mais gardez en tête les mots Gore-Tex. Gore-Tex, that's it, that's all. Il y a des compagnies qui ont inventé d'autres matériels que Gore-Tex, qui dit que c'est waterproof, ici, ça, il n'y a rien qui batte le Gore-Tex. Les Gore-Tex, moi j'ai fait des journées à la pluie et tout liquide. Les Gore-Tex, on arrive à l'hôtel, on met le manteau, puis on est sec. Les autres matériels, ben, un petit pluie, oui, mais quand il pleut beaucoup, non. L'autre affaire que le monde il rit, mais quand je le fais réfléchir, il rit plus, c'est un parapluie. Un parapluie, c'est très important d'avoir un parapluie dans la moto, un petit parapluie. Pourquoi? Parce que si on arrête sur la route, avec, par exemple, qu'il pleut et la moto, il y a un problème, c'est bien d'avoir un parapluie. Si le soir, on veut aller faire une petite promenade puis il pleut, c'est bien d'avoir un petit parapluie. Et on peut avoir des petits parapluies gros de même, que c'est une petite cachette, quelque chose là, ça va très bien. Une autre affaire, en plus du parapluie, c'est toujours d'avoir une bouteille d'eau dans la moto. Moi, tout le temps, quand j'arrête, je bois de l'eau. Même si j'ai pas soif, je bois de l'eau. Parce que la déshydratation, c'est sournoise, on ne s'aperçoit pas. Puis l'autre affaire, que ça concerne plus la sécurité, c'est que par exemple, dans mon cas, mais plusieurs de plus en plus, on porte des airbags. L'airbag, c'est une chose de plus qu'on apporte, mais moi, surtout avec tous les kilomètres que je fais, je veux mettre tous les changes de mon bord. Donc, ceux qui font beaucoup de routes, de plus en plus, on les voit avec les airbags. Il y en a mécaniques comme les miennes ou électroniques. Max en a profité pour nous parler un peu des types de motos qu'il y avait en location en Italie avec Méga Voyage et puis quel type de moto qui pouvait accueillir le plus de bagages pour notre privilège à Manon et moi. Le top case de la RT, c'est un demi-litre de plus. Ça veut dire que tu peux mettre une canette de bière de plus, là, mais c'est un peu plus. Puis elle a les mêmes accessoires qu'un K16, siège chauffant, poignée chauffante, tout le blablabla qui va avec. Les pare-brises de la RT, ils protègent plus que les pare-brises de la K16. C'est un mur, c'est pas une pare-brise. Puis rien à dire, c'est la reine des motos de tourisme. Les Suzuki que vous avez, c'est lesquels? Bistrom, surtout Bistrom, 650 000. Puis ensuite de ça, il y a la Multistrada qui a dépassé le GS. Puis ensuite de ça, il y a le GS. Pour terminer, Stéphane nous sensibilisait. Ensuite de ça, la DGR, la Distinguished Gentleman Ride, c'est ma 3e année que je fais ça. Puis cette année, ben, dans mon milieu, mon micro-milieu, j'ai un ami qui a le cancer de prostate et c'est comme une façon de ramasser des fonds pour les motocyclistes, de s'habiller en gentleman, de faire un petit bout de moto. Cette année, on fait 40 km en ville.
à 25 km/h, on y va pas vite. Mais on fait ça pour ramasser des fonds pour la Distinguished Gentleman Ride. Distinguished Gentleman Ride, c'est ça, la DGR. Puis c'est notre 3e année, Pascal, c'est la 3e année qu'on fait ça. Et puis on a un plaisir de faire ça. Fait que si vous voulez encourager Pascal ou m'encourager moi, ou venir faire la Distinguished Gentleman Ride avec nous, si vous avez une moto qui se qualifie dans les motos qui sont spécialisées pour ça, pour avoir un petit look ancien, bien, on fait ça le 19 mai prochain. Il faut dire que tout le monde est invité. Si tu n'as pas de moto vintage, un chopper, un bobber ou un néo-rétro, tu peux venir pareil, mais il faut que tu compenses ton habillement. C'est permis. C'est sûr que la ride qu'on fait, c'est comme une parade. C'est pas une grosse ride d'un samedi 300 km. C'est une parade qu'on fait dans la ville de Sherbrooke. On roule pas vite parce qu'il y a des vraies vieilles motos là-dedans qui peuvent pas aller vite. Même de KTM? Qui ne savent pas s'ils vont revenir. Donc, c'est vraiment une parade. Puis ce qui est le fun, c'est de 9h à 11h, on roule pas, on pète de la broue ensemble, on jase, on tourne autour des motos, on prend des photos, puis on prend tout le temps un spot où il y a des gens, des piétons, du tourisme qui passent, puis qui viennent voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de vieilles motos ici aujourd'hui. Puis du monde habillé à l'ancienne. C'est ça, c'est qu'on est habillé chic, ou vintage, avec cravate, nœud papillon. C'est le fun, c'est pas souvent qu'on fait ça. Non, on n'a pas de protection parce qu'on n'a pas de notre manteau avec des protections puis nos bottes avec des protections de l'habitude. Mais c'est pour ça que le trajet n'est pas long et qu'on ne roule pas vite. Parce que c'est un spécial qu'on fait. Pas de casque. On vous invite à faire on vous invite à faire un don sur la DGR. Vous pouvez le voir sur ma page Facebook, c'est la page Facebook de Stéphane. On est 5 co-organisateurs à Sherbrooke. Charles Delpo, Marc Delpo, Marcel Blais, Stéphane puis moi. On aimerait que vous fassiez des dons sur le site, puis ou que vous veniez nous voir pour rouler avec nous autres. Et si vous voulez rouler avec nous autres, il faut que vous alliez faire un don. Fait que j'espère vous voir. Et les femmes sont invitées également. Oui, c'est ça. C'est la Distinguished Gentleman Ride, mais ça s'applique autant pour les dames aussi. C'est normal, il y a des femmes. Il y a 2 ans. Oui, 2 ans. À la toute fin, on a procédé à 3 tirages, dont un de mon livre, Comment préparer son road trip en moto. Et puis, Max nous a fait tirer un polo de Méga Voyage qui va faire parvenir aux gagnants parce qu'on ne savait pas les grandeurs. Et puis Stéphane Lafrance qui a fait tirer une séance de photographie de 30 minutes. Tout ça gratuit, la séance était gratuite. Tout ce que ça a coûté, c'est notre repas. Tout ça pour inaugurer la nouvelle saison 2024. J'espère que vous avez apprécié la rencontre, même si ce n'est pas en présentiel parce que vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Puis si vous voulez avoir la chance de poser vos propres questions, restez à l'affût lorsqu'il y aura une future rencontre avec des nouveaux sujets. Salut tout le monde, on se revoit dans une autre vidéo.